Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. Il y a 9 ans, ils regardaient impuissants la destruction de leur lieu de vie. Les 13 000 victimes des inondations du 1er septembre à Ouagadougou sont depuis relogées dans une trame d'accueil située à Yagma. En ce triste anniversaire, une équipe de reportage a partagé le quotidien de ces anciens sinistrés le temps d'une journée. L'environnement et les moyens pour améliorer sa préservation en discussion à Bobo-Dioulasso. Des acteurs se penchent sur la Convention de Stockholm, ratifiée en 2004 par le Burkina. Elle est surtout expliquée aux élus locaux de la ville de Sia. Et puis, c'est au Nigeria que la chancelière allemande a achevé sa tournée africaine. Angela Merkel a surtout parlé affaires avec son homologue Buhari. Elle a présenté les atouts d'une Allemagne désireuse d'investir dans ce qui fait sa renommée, l'automobile. Bienvenue à tous. Nous prenons tout de suite la direction de la Chine, où séjourne une délégation officielle conduite par le président du Faso. Roch Marc Christian Kaboré a eu ce samedi une séance de travail avec le Premier ministre de la République de Chine. Le partenariat avec le Burkina se veut solide selon le chef du gouvernement, avec lequel le président du Faso a parlé PNDS. Compte rendu de cette journée avec nos envoyés spéciaux Yacouba Gamene et Emmanuel Ouedraogo. Le président du Faso en séance de travail avec le Premier ministre de la Chine populaire. Au lendemain de son accueil officiel au Grand Palais du Peuple par le président Xi Jinping, Roch Marc Christian Kaboré évoque avec Li Keqiang les priorités de son mandat déclinées dans le plan national de développement économique et social. Pour non seulement renforcer les capacités de production, assurer une meilleure mécanisation de nos terres et également permettre la transformation d'un certain nombre de produits que nous produisons chez nous. Nous avons tout ce qui concerne la formation, des infrastructures pour assurer l'école évidemment, et la formation technique et professionnelle parce que nous avons considéré que les formations générales posent des problèmes d'emploi une fois que les gens sortent de l'école. Le second aspect, c'est qu'il y a les problèmes de santé, qui sont des problèmes également importants dans notre pays. Et dans ce sens, nous avons souhaité que dans la deuxième ville de notre pays soit construit un hôpital également de référence qui est la ville de Bobo-Dioulasso. À cela, il faut ajouter d'autres domaines comme l'énergie, les infrastructures et bien d'autres. Et pour le Premier ministre chinois, la reprise des relations diplomatiques ouvre la voie à une coopération fructueuse pour les deux pays. Le Burkina Faso pourra compter sur la Chine populaire, rassure Li Keqiang, dans un partenariat appelé à se renforcer. Et avant cette rencontre avec le Premier ministre chinois, Roch Marc Christian Kaboré sacrifie ici au rituel du dépôt de gerbes à la célèbre place Tiananmen. C'est un hommage rendu aux héros de l'Empire du Milieu, un geste d'amitié lourd de sens qui traduit toute la solidarité entre les deux pays. Elle est le plus célèbre monument en Chine. La Grande Muraille est aussi la plus grande œuvre architecturale jamais réalisée par l'homme. Bâtie depuis 2000 ans, l'immense muraille de Chine est longue de 6700 km et symbolise la force et le courage du peuple de l'Empire du Milieu. La visite de ce monument par le président du Faso en images avec Yacouba Gamene sur un commentaire signé Jean-Emmanuel Ouedraogo. Le président du Faso sur les pentes de la Grande Muraille de Chine. Il s'agit tout simplement de la plus grande œuvre architecturale jamais réalisée par l'homme. Plus de 6000 km de long, 6 à 7 mètres de hauteur, 4 à 5 mètres de largeur, une véritable forteresse qui défie toutes les lois et érigée à la seule force des bras. C'est le symbole le plus imposant de la grandeur et de l'histoire de la Chine populaire. Nous sommes sur une des portions les plus élevées et il suffit de quelques longueurs pour très vite se rendre compte du courage et du génie de ceux qui ont réalisé cet ouvrage. Je voudrais vraiment saluer l'action de ces hommes et de ces femmes qui, dans le cadre de la défense de leur pays, ont construit cette muraille. C'est vraiment un chef-d'œuvre et ça montre l'engagement des peuples.
lorsqu'ils sont décidés à s'unir, à bâtir ensemble et à mettre ensemble un effort collectif pour l'intérêt de la patrie. C'est la solidarité, c'est l'engagement, c'est la détermination d'un peuple à se protéger et à construire son pays. Je crois que c'est ce que nous pouvons retenir. Quand on voit que c'est déjà près de 300 000 personnes qui sont décédées dans la construction de cette muraille de Chine. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, la Grande Muraille de Chine est un ensemble de fortifications dressées pour se protéger de l'ennemi. C'est une leçon de courage et pour la délégation burkinabé, c'est également une source d'inspiration. Là où nous sommes, il semble que ça a été construit 200 ans avant Jésus-Christ. Un mur long de plus de 5000 km, ce qui veut dire à peu près la distance pour à Paris. Et si un peuple a pu bâtir celui-là, nous ne serions pas être surpris de constater le développement que nous avons vu ici en Chine, qui se traduit en 3 mots, si je peux le dire: discipline, ordre et travail. Quand vous voulez accomplir des grandes choses, il faut accepter le sacrifice. Je pense que c'est une grande leçon que les Chinois nous enseignent et nous allons prendre bonne note. Et surtout pour la jeunesse, c'est vraiment un message vraiment à l'abnégation et au sacrifice pour la nation. Une infrastructure des minimums. C'est impressionnant et c'est important. Et ça doit nous permettre donc de savoir qu'on ne doit pas faire des réalisations chez nous et puis au bout d'un an, la pluie vient nous rappeler effectivement qu'ils n'avaient pas fait le bon travail. C'est la preuve d'un courage de ce peuple-là. Je pense que chez nous aussi on a ces capacités-là, puisque même si au Burkina on n'a pas des œuvres aussi gigantesques, ou en tout cas dans la sous-région, on a vu les Burkinabés qui ont participé à de grandes œuvres, comme le pont de Markala au Mali, tout comme le canal de Vridi et bien d'autres. Donc, ça prouve que nos populations ont ce courage, ont cette force de travail. Il aurait fallu tout simplement l'organiser. Arpenter la Grande Muraille de Chine, c'est un rêve qui attire ici chaque année des millions de touristes venus du monde entier. Mais au-delà de la fascination, c'est également un véritable exercice physique à la montée comme à la descente. Et à cet exercice, seule une poignée de membres de la délégation a pu atteindre le sommet. Et puis ce communiqué dans la matinée du 1er septembre 2018, aux environs de 1h du matin, un groupe d'individus armés a attaqué le poste de police frontière de Galgouli dans le département de Kamti, province du Poni, région du Sud-Ouest. Le dispositif en place et la riposte de l'équipe de garde a mis en déroute les assaillants qui ont battu en retraite en ouvrant le feu sur les moyens roulants stationnés dans l'enceinte du service. Et suite à cette attaque, poursuit ce communiqué, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée dans les rangs du personnel du poste de police de Galgouli. Du côté des assaillants, il est à noter un blessé par balle qui a été emporté par le reste du groupe dans sa fuite. Et c'est un communiqué donc du chef de la division par intérim de la police nationale. Non coupable, le refrain revient encore au tribunal militaire. Les auditions se sont poursuivies ce samedi avec à la barre 2 fantassins chargés de la sécurité du président de la transition au moment des faits. Ils répondent des faits d'attentat à la sûreté de l'État, de meurtres et de coups et blessures volontaires. Le compte-rendu avec Zoubaviel David Dabiré. À la barre ce matin, 2 proches collaborateurs du président Michel Kafando au moment du putsch de septembre 2015. Le caporal de l'ex-RSP Issaka Ouedraogo, condamné en 2017 à 6 mois de prison avec sursis pour désertion en temps de paix et rétrogradé au rang de soldat de première classe, répond des faits de complicité d'attentat à la sûreté de l'État, des coups et blessures volontaires et de meurtres. Le fantassin qui assurait la garde au domicile privé du président Kafando le 16 septembre 2015 dit n'avoir commis aucune infraction durant ces événements. Mieux, il précise au tribunal que dès l'annonce de l'arrestation des autorités, il s'est précipité au camp Nabakom 2 pour s'informer davantage et au besoin, prendre les mesures nécessaires. Sur place, il apprend que le quartier est consigné, impossible de rebrousser chemin, s'exclame le soldat. Dans la journée du 18 septembre, le major Éloi Badiel l'embarque avec 3 autres fantassins, direction le domicile de Salifou Diallo.
L'objectif de cette mission était d'éteindre l'incendie du domicile, selon l'accusé. Il ne quittera le camp Nabakoum 2 qu'à la date du 28 septembre pour le camp Lamizana, son nouveau poste. Le 6 octobre, il dit avoir reçu une visite musclée de la gendarmerie à domicile. Il s'enfuit alors vers la Côte d'Ivoire. Et pourquoi êtes-vous parti en Côte d'Ivoire au lieu de rendre compte à vos chefs militaires? À cette question du parquet, l'accusé répond « Je craignais pour ma vie ». Et pourtant, selon Mamadou Traoré, cette destination n'est pas anodine pour l'accusé. L'expertise de son téléphone portable prouve qu'il a reçu près de 2 millions de francs CFA d'une certaine Ouattara Kadija par l'entremise de l'adjudant Jean-Florent Nion. Pour l'avocat du soldat, l'arrêt de renvoi ne fait pas mention d'une somme d'argent reçue comme élément à charge. Maître Bali Baziemo demande donc d'écarter cette pièce du dossier. Une exception qui sera débattue à la clôture des débats, promet le juge Seydou Ouedraogo. À la suite du soldat Issaka Ouedraogo, c'est au tour de l'adjudant-chef-major Koumbia Moutouan, chef de la sécurité rapprochée du président Michel Kafando, de se présenter à la barre. Selon l'arrêt de renvoi, il est poursuivi pour complicité d'attentat à la sûreté de l'État, de coups et blessures volontaires et de meurtre. Reconnaissez-vous les faits? Non, répond le sous-officier supérieur, qui relate au tribunal les péripéties de l'arrestation du président Kafando. Et selon sa version, le 16 septembre 2015, alors que le Conseil des ministres venait de débuter à Kosiam, il demande une permission à l'aide de camp du président pour effectuer une course en ville. À son retour, il prend place sous le hall en attendant la fin du conseil. C'est une habitude, selon le major Koumbia. Vers 13 h, il entend des voix menaçantes tonner dans la salle du Conseil des ministres. À sa sortie, trop tard, le président est enlevé, son aide de camp enfermé dans une salle et sa garde complètement désarmée. Désemparé, il dit n'avoir pas pu renseigner ses supérieurs sur la position exacte du président et sur l'identité des assaillants. Le temps de ruminer sa colère, le major Éloi Badiel envoie un sergent le chercher. Sur place, il constate que le commando qui venait d'enlever le président était à la solde du major Badiel. Mais je ne pouvais pas réagir, le rapport de force était en ma défaveur, soupire le major Koumbia. Mais dans la journée du 17 septembre, le président est libéré, il reprend fonction. Il assure même la sécurité du président Macky Sall entre le 18 et le 20 septembre 2015. Le 28 septembre, alors qu'il s'apprêtait à quitter le camp Nabakoum 2 pour le génie militaire, son nouveau poste d'affectation, un rassemblement est convoqué au carré d'armes. Le général Gilbert Diendéré s'adresse à la troupe en ces termes, je cite, « Vous devez toujours rester soudés, quelle que soit la situation. L'association des femmes du Kadjogo nous a apporté des gâteaux en guise de soutien. » Le parquet lui demande alors, « Avez-vous mangé de ces gâteaux ?» « Non, rétorque le major Koumbia, « Je n'en ai pas mangé parce que je ne soutenais pas le coup d'État. » Le ministère public salue la clarté de son récit. Son avocat maître Timothée Zongo embouche la même trompette et précise qu'aucune action du major ne permet de le rattacher aux infractions qu'on lui reproche. La déposition du major Koumbia Moutouan se poursuit ce lundi au tribunal militaire de Ouagadougou. Le 1er septembre 2009 reste une date inoubliable pour quelques 13 000 sinistrés. Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur Ouagadougou ce jour-là ont plongé dans le désarroi plus d'un. Très vite, un secours d'urgence avait été mis en place par les autorités et ceux qui avaient tout ou presque perdu ont pu retrouver un peu de dignité. Ils se sont relogés pour la plupart sur le site de Yagma depuis 9 ans. Comment vivent-ils? Réponse avec Oscar Soulama, Marie-Chantal Nikiema, Karine Kandolo et Oumar Zombré. Bienvenue à Yagma. Nous sommes à près de 20 km du centre-ville de la capitale, Ouagadougou. Il y a 9 ans, c'est ici que le gouvernement trouvait un abri pour les sinistrés des inondations du 1er septembre 2009. Si depuis, les sinistrés n'ont plus connu d'inondations, leurs conditions de vie restent cependant des moins reluisantes. Difficile pour eux d'avoir accès à leur domicile après une journée de travail. Cette voie-là, on ne sait pas quoi dire. Elle est beaucoup empruntée, malheureusement, elle n'est pas du tout praticable. Donc en saison pluvieuse, là, bon, franchement, on souffre beaucoup. Auparavant, on avait une bonne voie qui quitte au péage de Yagma pour entrer à l'intérieur, mais le sentier de Yagma a mis un mur pour barricader. Donc aujourd'hui, nous sommes privés de cette voie qui était proche, qui nous aidait davantage. Il n'y a pas que la route qui manque à Yagma.
L'électricité aussi. Les habitants sont obligés d'avoir recours aux plaques solaires. Et en ces temps d'août, difficile de faire le plein des batteries selon les habitants. En plus de ces problèmes, ils disent faire face à d'autres préoccupations. Il n'y a pas de route. Je vais jusqu'à Touessenya ou à la cité en 3 pour acheter le condiment que je viens revendre. Je quitte la maison à 5 h du matin et je reviens à 9 h. Ce n'est pas facile. J'ajoute 25 à 100 francs sur le condiment pour entrer dans mes fonds. Par exemple, cette boîte de tomates de 500, je la vends à 600 francs. S'il y avait l'électricité, ça va beaucoup nous aider. Parce que vous voyez, l'électricité, là, ça travaille beaucoup de domaines. Et ça va aider les gens à faire des soudures, ça va aider les gens à faire la coiffure, bon, à faire la couture, beaucoup. L'électricité, là, ça aide beaucoup. Mais jusqu'à présent, depuis les 9 ans, on n'a toujours pas l'électricité. Malgré tous ces obstacles, Ouedraogo Moumouni se réjouit d'avoir un toit. Il y a beaucoup de changements parce qu'à notre arrivée, ce n'était pas comme ça. Mais actuellement, ça va un peu. Parce que le gouvernement a fait beaucoup de choses pour nous. Ils ont construit des écoles, des CSPS, des centres de formation, des lycées. Donc, en tout cas, on remercie le bon Dieu. Ils ont beaucoup fait pour nous. Selon Amadou Kientga, une étude topographique avait été menée sous la transition en vue de l'aménagement de la voie passant par le cimetière de Kilouin pour rejoindre le site d'accueil de Yagma. Cette étude est restée sans suite depuis. Amadou Kientga espère que des mesures seront prises pour l'aménagement de la voie, toute chose qui leur permettra d'améliorer leurs conditions de vie. Le désarroi est lui actuel pour les populations de Ouahabou. Nous sommes dans un village situé à quelques kilomètres de Boromo sur l'axe Ouagadougou-Bobo-Dioulasso. Plusieurs centaines de maisons ont été détruites par les eaux tombées du ciel il y a quelques jours. La solidarité est tout ce qui reste aux sinistrés qui ont tout ou presque tout perdu. Constat avec Christophe Traoré et Lassina Ouattara. Des maisons écroulées, du matériel détruit, des animaux errants ne sachant où aller, c'est le constat fait après la pluie torrentielle du 28 août qui s'est abattue sur Ouahabou et environnant dans la commune de Boromo. Une situation qui a causé la psychose au sein des populations. Vraiment, on n'a jamais vu ça. C'est trop gâté. Moi, mon enfant, c'est 9 personnes qui sont à l'école. Tout son cahier, tout c'est gâté. La télé, 2 télés, bon, il y a 3 moutons qui ont perdu, 4 sacs de maïs, 1 sac de riz, tout est gâté. Les autorités administratives et communales ont pris la situation à bras le corps. La direction provinciale de la femme, de la solidarité nationale et de la famille des Balais procède au recensement des sinistrés. On a environ 113 ménages touchés et environ 125 maisons écroulées, plus une centaine de bétail que l'eau a emporté et plus de vivres. Depuis hier, on est là, mais on n'a pas encore terminé. En attendant que le coup dessus se réunisse et envisage des solutions appropriées, en tout cas, la population ne sera pas dessus. En attendant des sites d'accueil des autorités, certains sinistrés ont trouvé refuge chez des voisins. Selon certains témoignages des anciens, de leur existence, Ouahabou n'a jamais connu une telle pluie. Et puis le soutien aux ménages vulnérables, plus que nécessaire en cette période de soudure. Caritas Burkina s'investit dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle à travers un projet. L'organisation s'engage à distribuer des coupons aux ménages qui serviront par la suite pour l'achat des vivres dans le commerce. Explication avec Éléonore Ouedraogo et Nomba Kouda. Mariée et mère de 5 enfants, Marie Kanziemo reçoit ses coupons qu'elle pourra ensuite échanger contre des produits vivriers et marchands. Complètement démunie, cette aide pourra mettre ses enfants à l'abri de la malnutrition. J'étais tellement même dans la souffrance. La nourriture, là même, je ne pouvais même pas pour manger. Parfois, si je pars au champ, je prends le plat seulement, il n'y a même pas de la nourriture, j'enlève l'eau. Je suis tellement fière, tellement contente.
Le projet Appui alimentaire à 2000 ménages très pauvres et vulnérables à la crise alimentaire de 2018 va coûter environ 292 millions de francs CFA à l'Organisation catholique pour le développement et la solidarité, OCADES Caritas Burkina. À travers ce projet, l'OCADES entend mettre le pauvre au cœur de ses actions. Nous voulons, à travers ces actions-là, donner à l'homme, à la personne humaine, sa dignité pour louer le Seigneur, pour aider les autres, pour vivre une vie digne. Il faudrait aussi avoir de quoi manger, de quoi boire. Le gouvernement burkinabé, qui accompagne l'organisation catholique dans son soutien aux populations vulnérables, espère voir ces actions se multiplier. Nous allons nous engager à vraiment accompagner pour que ce projet perdure et peut-être s'étende encore à d'autres régions. Nous allons travailler avec des partenaires qui aussi travaillent avec les cibles comme les ONG, comme des associations caritatives et qui travaillent dans l'humanitaire. Nous allons faire un plaidoyer pour qu'ils continuent dans ce sens. 2000 ménages des communes de Kindi, Tchénado, Boussé et Dapelgo bénéficieront de ce projet avec des coupons de 35 000 francs CFA par ménage et par mois, et ce pendant 3 mois. La gestion des produits chimiques et des déchets dangereux en discussion à Bobo-Dioulasso. Les élus locaux sont invités à la table ronde initiée par la Direction générale de l'environnement. Le document de référence est la Convention de Stockholm ratifiée en 2004 par le Burkina. Le compte rendu avec Moussa Tamboura et Rachid Sawadogo. Ils sont une dizaine des élus locaux de Bobo-Dioulasso et acteurs de l'environnement. À cet atelier, ils prennent connaissance des prérogatives de la Convention de Stockholm et la gestion des produits chimiques et déchets dangereux. Objectif, se former pour mieux préserver l'environnement. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de préoccupations avec l'installation des industries. Et puis, avec la vision qui voudrait aller vers l'émergent, il faut prendre un certain nombre de décisions. Et Bobo-Dioulasso est en pleine expansion. Voilà, donc il y a beaucoup de déchets. Et donc, aujourd'hui, il faut en tout cas travailler à ce que de bonnes délibérations à notre niveau soient au rendez-vous pour que l'avenir soit garanti pour les générations futures, en tout cas pour l'ambition de notre ville. L'initiative est du ministère de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique à travers sa direction générale en charge de l'environnement. Dans le cadre des investigations qui ont été menées en ce qui concerne les polluants organiques persistants, il se trouve que sur l'ensemble du territoire, il y a des polluants organiques persistants qui sont en circulation. Et en réponse donc à cette situation, donc le ministère en charge de l'environnement a développé ce qu'on appelle un plan national de mise en œuvre de la Convention, qui va consister donc à un certain nombre d'activités à mener au niveau national. À l'issue de cet atelier, nous souhaiterions que nos élus locaux donc puissent accompagner le ministère en charge de l'environnement dans la mise en œuvre de cette convention, notamment en prenant les décisions les plus idoines possibles donc, pour protéger la santé humaine et l'environnement. Durant 48 heures, les élus locaux seront outillés pour une bonne protection de l'environnement, ensuite partager leurs connaissances avec la population. L'atelier de Bobo-Dioulasso marque le début d'une série de tournées pour la Direction générale de l'environnement. À Ouagadougou, la lutte contre les mutilations génitales féminines se précise avec le Centre d'études et d'appui Conseil en travail social. Les acteurs directs de ce centre ont été conviés à une conférence sur le rôle dans la lutte. L'efficacité et la rapidité dans l'action sont les objectifs visés par la conférence suivie pour nous par Nong Bakouda et Eleonore Ouedraogo. Ils sont un maillon important dans la sensibilisation, la détection, le signalement et la prise en charge des mutilations génitales féminines. Les travailleurs sociaux engagés dans la lutte contre la pratique de l'excision échangent sur leur rôle pour une avancée significative dans la lutte pour l'éradication des mutilations génitales féminines au Burkina Faso. C'est de leur rappeler qu'ils ont un rôle très important à jouer, notamment dans la prévention, dans la sensibilisation. Ils doivent être le relais. Et ensuite, en cas de dénonciation, ils sont chargés de la prise en charge psychosociale des victimes. Ensuite, de les référer et d'accompagner toute la population. Cette conférence est initiée par le Centre d'études et d'appui Conseil en travail social qui entend participer à la vulgarisation et à la mise en œuvre de la stratégie nationale de promotion et d'abandon des mutilations génitales féminines.
L'objectif recherché, c'est réunir les travailleurs sociaux autour de cette conférence pour que les travailleurs sociaux qu'ils sont puissent voir quel pourrait être leur rôle dans la prévention et la prise en charge des mutilations génitales féminines au Burkina Faso. Le centre regroupe des travailleurs sociaux, des sociologues et des économistes. Il se donne pour mission de contribuer aux réflexions sur les préoccupations du travail social. Il est aussi engagé dans cette lutte contre les MGF, mais aussi dans une autre, celle contre la légalisation de l'avortement. Le Conseil national des évangéliques pour la lutte contre le sida et pour la promotion de la santé lance un appel aux plus hautes autorités du pays. C'était au cours d'une conférence de presse tenue ce matin à Ouagadougou. Le compte rendu avec Jean-Eudes Bayala et Iniwalkoy Janine Kambiré. Au cours de sa conférence de presse, le Conseil national des évangéliques pour la lutte contre le sida et pour la promotion de la santé s'insurge contre les propos du président de la Fondation Suzanne Buffett qui, à l'issue de l'audience que lui a accordée le président de l'Assemblée nationale le mercredi 22 août dernier, déclarait à la presse que l'objet de la visite de sa délégation est de sensibiliser la représentation nationale de la nécessité de transformer les lois afin que la femme et la jeune fille puissent jouir de tous leurs droits. Nous appelons solennellement le président du Faso, le gouvernement du Burkina Faso, l'Assemblée nationale du Burkina Faso à se garder de toute démarche visant à légaliser l'avortement au Burkina Faso sous quelque forme que ce soit et pour n'importe quel motif qui soit. Invitons tous les membres de nos structures à se tenir mobilisés pour toute action légale nécessaire pour faire obstacle à toute initiative visant à modifier les lois en vigueur au Burkina Faso en vue de légaliser l'avortement. Pour enfoncer le clou, le Conseil national des évangéliques pour la lutte contre le sida et pour la promotion de la santé appelle toutes les femmes et tous les hommes de bonne volonté de notre pays à ne jamais céder à toute action d'une structure ou d'un groupe qui, sous prétexte de philanthropie, entreprendrait de légaliser l'avortement au Burkina Faso. Elle met sa confiance dans le Seigneur et en fait un titre éponyme de son nouvel album. La chorale de la communauté chrétienne de base Saint-Camille fête 10 années de vie. Elle s'offre pour se faire une œuvre musicale composée de 11 titres. La dédicace avec Adama Guiti et Nathalie Sawadogo. Seigneur, en toi ma conscience. C'est le titre de l'album réalisé par la chorale de la CCB Saint-Camille des 1200 logements. Un album réalisé dans le cadre de son 10e anniversaire pour rendre grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits. Seigneur, en toi, notre confiance, parce que le Seigneur nous a montré au fil de ces 10 ans combien et comment il est si merveilleux dans nos vies. Nous avons tout reposé en lui. Nous avons eu des difficultés, certes, oui, mais le Seigneur nous a toujours montré que nous pouvons nous reposer qu'en lui seul. Voilà pourquoi nous avons choisi ce titre, Seigneur, en toi, ma confiance. L'album contient au total 11 titres. Le dernier titre intitulé « Ne rentre pas chez vous comme avant » est un chant qui invite à la conversion des cœurs, au pardon et à la prière pour maintenir la foi. Un album qui prône l'intégration des peuples. Nous avons joué avec certains chants avec du violon. C'est des Allemands qui ont joué. Maria Beens, professeur de musique de l'Allemagne. Nous avons utilisé des rythmes de notre terroir avec les tam-tam, tambours et autres pour montrer cette intégration, autant des peuples, cette intégration aussi des religions, parce que nous avons prôné toutes les religions. Nous n'avons pas eu un chant musulman pratiquement, mais nous avons prôné la paix et nos frères musulmans parlent de paix comme nous. Mais auparavant, l'assistance a pu apprécier la prestation de 2 petites filles, membres de l'association La Musique pour tous. L'album Seigneur en toi ma confiance a été réalisé au studio Offs Music et les membres de la chorale s'activent pour la 2e édition de leur concert dénommé
Concert de l'intégration prévu pour se tenir le 8 septembre prochain au Palais de Sport de Ouaga 2000. Et justement, en sport, nous prenons la direction de Kigali où ont débuté les 17e championnats d'Afrique senior et les 9e championnats juniors de karaté. Pour la première journée, les étalons karatéka remportent 2 médailles de bronze. Retrouvons nos envoyés spéciaux Mathias Rabo et Victorien Marienne. Le Rwanda a relevé le défi de la tenue sur son sol des 9e championnats d'Afrique junior et les 17e championnats d'Afrique senior 2018 de l'UFAC, l'Union des fédérations africaines de karaté. Tout protocole confondu, nous pouvons affirmer que la cérémonie d'ouverture a tout simplement rendu un hommage mérité à tous ceux qui donnent de leur temps pour que le karaté ne meure pas en Afrique. De la ministre des Sports et de la Culture, en passant par le patron du karaté mondial et celui africain, ils ont tous loué le pragmatisme du chef de l'État rwandais Paul Kagame qui, en acceptant la tenue de l'événement à Kigali, donne l'égalité des chances à son peuple et à la jeunesse africaine. 25 pays prennent part à ces rendez-vous de Kigali, dont le Burkina Faso qui se console en cette première journée de compétition avec 2 médailles de bronze en kata individuel junior. Anisha Rwamba en junior fille et Alan Sanou en junior garçon. Pour ma part, bon, c'est déjà une bonne chose. Pour ma première participation à un championnat d'Afrique, je m'en sors avec une médaille de bronze. Bon, j'aurais aimé atteindre l'or, mais bon, arriver un coup et prendre la place des titulaires, ça serait un peu bizarre. Donc, on va mollo. Après, on monte. Ça va aller l'année prochaine. Qui c'est championne d'Afrique? Ça dépend aussi du tirage, parce que je suis tombé sur l'Égypte. Bon, je pense que si on suit vraiment leur entraînement, c'est vraiment des entraînements très rigueux. Donc je pense que bon, contre l'Égypte, je pense que mes chances n'étaient pas très grandes. Mais je pense que bon, la médaille de bronze, je pense que je la mérite quand même. Le karaté burkinabé fait là une entrée timide dans la compétition, dirons-nous. Mais tout porte à croire que l'espoir reste permis en comité. Pour l'instant, on peut dire que c'est bon pour le moral, parce que 2 médailles arrachées de dur labeur, ils ont bien travaillé, je pense que c'est bien mérité. Et nous pensons que demain, avec les comités, nous allons encore faire le bloc de médailles. C'était une chance de médaille également en kata équipe, parce que notre équipe était largement au-dessus de l'équipe adverse qui était l'Algérie. Malheureusement, pendant le kata, il y a eu une faute. Et cette faute a été jugée par les arbitres comme une faute qui disqualifie. C'est ainsi que l'équipe a été disqualifiée. Ça a été discutable, mais bon, dans tous les cas, nous avons perdu une grosse chance de médaille en kata équipe. Et la suite d'Étienne, l'espoir est permis pour le comité? Oui, l'espoir est permis parce que en réalité, c'est un comité d'ailleurs que nous avons beaucoup d'espoir. Nous avons des enfants qui sont bien préparés, qui ont un peu l'habitude des combats. Et nous pensons qu'avec ce que nous avons vu ce matin pour les juniors, nos enfants pourront avoir beaucoup de chances de médailles demain en comité junior et senior. Mais de façon générale, je pense que demain, ça sera le jour du Burkina. Aujourd'hui, nos attentes ne sont pas comblées. Demain, ça le sera. Parce que nous allons revenir plus fort. Vu ce qu'on a vu, ça ne peut nous servir que de leçon pour qu'on gagne mieux demain. Il faut néanmoins noter en bonne place déjà que l'Égypte, l'Algérie et le Maroc ont fait forte sensation à cette première journée des championnats d'Afrique senior et junior de karaté Kigali 2018. Et puis à noter que le Burkina a apporté à 3 le nombre de médailles avec celle d'argent de Liliane Ilboudo dans la catégorie de plus de 59 kilos chez les filles. Dans l'actualité hors de chez nous, nous allons au Nigeria où Angela Merkel a été reçue par son homologue Mohamed Bouhari, accompagnée d'une forte délégation d'hommes d'affaires. La chancelière allemande a surtout parlé affaires. L'annonce d'une unité de construction d'automobiles a été faite au cours de ce séjour qui marque la fin d'une tournée africaine qu'il a d'abord conduite au Sénégal et au Ghana. L'économie n'a pas été le seul volet de la visite au Nigeria de la chancelière allemande. La politique s'est aussi invitée au menu de son séjour à Abuja. Angela Merkel a notamment appelé le président Muhammadu Bouhari à organiser une élection présidentielle crédible, gage à ses yeux de la confiance des citoyens à leurs dirigeants. Les élections auront lieu prochainement au Nigeria. Le président a précisé qu'elles se dérouleraient de manière juste et libre.
C'est important parce que nous pensons que les jeunes ne peuvent faire confiance à leur pays que si le processus politique est transparent, non corruptible et se déroule dans un esprit libre et équitable. C'est là un élément très important de la bonne gouvernance que les jeunes attendent de leur pays. La présidentielle au Nigeria aura lieu l'année prochaine. Muhammadu Buhari, 75 ans, est candidat à sa propre succession. Au Brésil, par contre, l'ex-président ne pourra pas briguer un troisième mandat à l'élection d'octobre. Pourtant, Lula da Silva était le grand favori du scrutin, et ce, malgré son incarcération pour fait de corruption et blanchiment d'argent. Son parti, le Parti des travailleurs, jure de lutter pour que l'icône de la gauche puisse être candidat. La fin d'un long suspense au Brésil. Lula da Silva ne pourra pas briguer un troisième mandat présidentiel. Ainsi en a décidé cette nuit le tribunal supérieur électoral. À l'issue de 8 heures de débat, les magistrats ont rejeté la candidature de l'ex-président, 72 ans, et en prison depuis avril dernier pour corruption. Le Parti des travailleurs de Lula entend néanmoins continuer à se battre pour que l'icône de la gauche puisse être candidat. Il pourrait déposer un recours devant la Cour suprême. Sa défense considère qu'il ne peut être empêché de se présenter dans la mesure où des recours contre sa condamnation n'ont toujours pas été examinés par des instances judiciaires supérieures. Pour l'heure, Lula, inéligible, c'est l'ex-maire de Sao Paulo, Fernando Haddad, colistier de l'ex-président, qui devrait être le nouveau candidat. Il est loin d'avoir la même aura que l'ancien ouvrier métallurgiste. Malgré son incarcération, Lula reste très largement en tête des sondages pour la présidentielle du 7 octobre prochain. Il rejette toutes les accusations et se dit victime d'un complot politique. Dans les premiers spots de campagne diffusés ce samedi au Brésil, Lula est toujours omniprésent. Et puis, de nombreuses personnalités ont rendu un hommage aussi solennel que rare à l'ancien sénateur de l'Arizona. Le cercueil de John McCain est resté exposé plusieurs heures sous la coupe du Capitole où il a siégé pendant plus de 30 ans. La présence des grands noms de l'histoire des États-Unis dans cette coupole à cet ultime hommage n'a pas occulté l'absence du président Trump, représenté par sa fille Ivanka. Comme lors des décès de John Fitzgerald Kennedy ou Rosa Parks avant lui, John McCain a reçu les honneurs sous la coupole du Capitole. Un hommage rare et réservé aux grands personnages de l'histoire américaine. L'ex-candidat républicain était aussi respecté pour son passé de pilote de chasse durant la guerre du Vietnam. Ce vendredi, sénateurs, élus de la Chambre et gouverneurs étaient présents dans la rotonde. Un seul grand absent, Donald Trump, ennemi juré du sénateur disparu. Le président m'a demandé d'être ici au nom d'une nation reconnaissante pour rendre hommage et manifester notre respect à un homme qui a servi notre pays tout au long de sa vie, que ce soit en uniforme ou dans le cadre de ses fonctions publiques. C'est un grand honneur pour moi. John McCain aura passé plus de 30 ans au sein du Congrès américain. Samedi, 2 anciens présidents prononceront un discours lors de ses funérailles, George W. Bush et Barack Obama. Tous les deux ont par le passé mis fin au rêve présidentiel de l'ancien candidat lors des primaires en 2000 et lors de la présidentielle il y a 10 ans. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Très bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina.